Gérald Cambelec abordera plus précisément les questions liées à l'infovisualisation dans le domaine des sciences de l'art, dans l'histoire de l'architecture. Oula, pardon, je suis un peu fatigué. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous présenter très rapidement Gérald. Gérald est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'INTD au CNAM à Paris, et il est chercheur associé au laboratoire de recherche Le Lérastérique. Chercheur titulaire, pardon, au l'Erasdicen. Il travaille sur plusieurs thématiques de recherche, les interfaces des systèmes d'information, les systèmes de recommandation, la représentation de la connaissance, la recherche d'information, le web données et enfin la bibliothèque numérique. Comme je le disais ce matin, il a également travaillé sur la notion d'écrit-lecture avec Evelyne Broudou, mais cet après-midi, il reviendra plus particulièrement sur les questions liées à l'infovisualisation. Dans un premier temps, il vous présentera un retour d'expérience et une étude des cas pratiques dans le domaine de l'histoire de l'art. Et puis, il vous fera une présentation, il reviendra dans une seconde présentation sur les apports plus génériques et le bénéfice supposé de l'infovisualisation pour les SHS plus généralement. Et enfin, il fera également un autre retour d'expérience dans le domaine de l'histoire de l'art. Donc, merci beaucoup, Gérald, d'être là, d'avoir fait le déplacement et pour ces deux présentations assez lourdes. Entre chaque présentation, comme ce matin, il y aura un temps d'échange et de discussion avec les participants. Donc, merci beaucoup, Gérald, et je te laisse la parole. Alors, merci Hans, merci également à Julien et merci Alice pour cette invitation à venir présenter ces deux parties de présentation. Donc, la première, ce sera principalement un retour d'expérience sur un projet. Donc, c'est un projet en histoire de l'art, effectivement, sur le terrain de la critique d'art, mais avec des méthodes qui sont issues des sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est un projet réellement interdisciplinaire. La deuxième partie de cette présentation sera plus sur les parties de visualisation de l'information, donc que ce soit dans le cadre des interfaces elles-mêmes ou même de la cartographie de l'information au sein de data visualisation, d'info-visualisation. Et puis on verra en particulier quelque chose qu'on a réalisé sur ce projet de critique d'art. On a fait un hackathon et des posters, des restitutions sous forme de posters. Donc ce sera un petit retour qu'on fera là-dessus. C'était une expérience assez sympathique avec des collègues issus vraiment d'horizons, on va dire, pluridisciplinaires, pour le coup. Donc la première partie, c'est la présentation du projet Bibliographie de critique d'art francophone. Donc, critiques d'art francophones, ce ne sont pas forcément des critiques d'art qui sont français, mais ce sont des critiques d'art entre le milieu du siècle dernier et le milieu en fait, du 19e siècle et le milieu du siècle dernier, pour être plus précis, qui ont exercé la critique d'art en tant que journaliste d'art ou en tant qu'écrivain d'art dans des communautés qui pouvaient s'étendre quasiment sur toute l'Europe et un petit peu sur les États-Unis, et même jusqu'en Amérique du Sud, en fait, mais qui ont écrit pour partie en français. Donc cette étude sur l'ensemble de ces critiques, c'était l'idée de reprendre l'intégralité d'un corpus, le corpus de toutes ces personnes qui ont exercé la critique d'art, donc une trentaine à peu près sur le début de notre expérience, de manière exhaustive, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu écrire, donc sur la critique d'art, mais également hors de la critique d'art. Par exemple, Guillaume Apollinaire n'est pas connu que pour sa critique d'art. L'objet de ce projet, ça a été de penser de manière interdisciplinaire
le corpus numérique. Donc, ce que je vous présenterai en premier, c'est penser une interface pour accéder à un système d'information documentaire. Donc, le penser, le réaliser, et ensuite en voir les utilisations possibles. Donc, c'est dans un contexte qui est très ancré dans les pratiques d'humanité numérique. On va voir pour les usagers de manière globale, mais également pour des chercheurs. Donc on va voir une petite rétrospective de ce projet, avec les acteurs au sein d'une interdiscipline. Donc en fait, cette idée d'interdiscipline, c'est un même objet d'étude avec un regard qui va être croisé et différent. Donc on a chacun à mener, selon nos disciplines de rattachement, un regard qui était différent mais complémentaire pour avoir une approche globale en fait, de tout ce projet. Je reviendrai dessus plus tard, en particulier quand on reparlera dans la deuxième partie du hackathon avec une observation de la part de chercheurs. Vraiment, on avait des sociologues, on avait des sémiologues, qu'est-ce qu'on avait? On avait évidemment des spécialistes de l'histoire de l'art et plus précisément de la critique d'art, mais on avait des chercheurs en SIC, des cartographes, vraiment un regard qui a été complémentaire. Donc le modèle de la critique d'art, les données, les métadonnées, l'importance de la qualité, donc avec un aspect, je voulais revenir sur ce que Evelyne avait présenté ce matin au niveau de l'autorité des personnes qui fournissaient ces critiques d'art, qui fournissaient ces corpus. On parlera de la réalisation, des contraintes qu'on a pu avoir du fait même de travailler dans une interdiscipline. Les usages qu'on a pu avoir de cette base de données, les limites qu'on a et les perspectives également qui seront présentées à l'ouverture et éventuellement possibilité de travailler en collaboration avec les chercheurs de la MSH Sud pour un nouveau projet, voilà, ou pour une suite à ce projet. Et puis après, je laisserai pas mal de temps pour la discussion. Bon, je voulais revenir sur les méthodes numériques et les humanités avec une petite rétrospective. Bon, c'était plus pour se faire plaisir sur les humanités numériques. Donc je vais passer très rapidement. Bon, l'idée, c'est d'avoir de nouveaux instruments pour récupérer des corpus et retravailler dessus. On a l'habitude de parler d'une organologie, une nouvelle organologie avec des instruments et des nouveaux outils. Donc en fait, on explore les corpus qu'on a déjà, mais on les explore de manière un petit peu différente, un peu plus systématique. Évidemment, les humanités numériques, pour l'instant, on en parle beaucoup, mais il y a toujours une notion qui reste instable. On a du mal à faire le contour exactement de ce que sont les humanités numériques. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on répond aussi à une espèce d'injonction avec la loi numérique, qui est que tous les corpus maintenant qui sont étudiés, il faut en proposer systématiquement tous les résultats issus de la recherche. Les résultats issus de la recherche, ça va être publié sur HAL, par exemple, toutes les publications qui vont être liées à notre recherche. Ça, c'est le premier degré de ce qu'on doit faire avec la loi numérique et son injonction de mise à disposition des données de la recherche. Mais maintenant, ça va être aussi les plans de gestion de données. Ça va être, on pense dès le départ, la manière dont on va présenter les données qui sont récoltées, qui sont agrégées, les mettre en forme de manière correcte, structurée, et pour pouvoir les reverser. Par exemple, Humanum propose maintenant des plateformes comme Nakala et Nakalona qui nativement vont pouvoir brancher des flux, les récupérer et les redistribuer. Donc on est aidé. Voilà. Donc cette espèce d'injonction de rendre les données publiques, donc que ce soit les données, les métadonnées ou les articles scientifiques eux-mêmes, est-ce qu'on va vers
donner de la donnée pour proposer de la donnée pour juste faire un flux de données, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière ça une réexploitation possible? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce que c'est la loi numérique parce qu'il y a un effet de mode et puis que c'est obligé pour faire un appel à projet? Maintenant, il faut un plan de gestion de données. Ça, c'est des questions. Alors, je ne vais pas revenir non plus sur Bourdieu avec ses nouveaux médias qui s'appliquaient bien sûr à l'époque à la télévision, avec la circulation circulaire de l'information, le fait qu'on va vers un appauvrissement, qu'en fin de compte, on a toujours les mêmes données qui circulent. Est-ce qu'on va avoir des données qu'on va pouvoir récupérer pour un usage avec de la longue traîne? Ça, c'est tout un débat. Il y a un clivage entre les anciennes méthodes aussi, les méthodes à l'ancienne, où on va dans une bibliothèque universitaire, où on va à la BNF, on propose des données qui sont non pas numériques, mais qui sont sur des rayonnages, on les étudie, on les amasse, on en fait une étude, on va dire, une étude à l'ancienne, une lecture proche, comme disait Evelyne, on avait le close reading, une lecture approfondie, et puis on en extrait la substantifique moelle, et à mettre en opposition avec ces méthodes, avec ces nouvelles méthodes numériques où on va avoir tout de suite de la clusterisation d'informations. Donc est-ce qu'on va on va pas vers ce mythe du scientisme avec un pragmatisme techniciste qui voudrait que maintenant le chercheur, en fait, on n'en a plus besoin. En fait, on va faire de la statistique sur des corpus. Donc ça, c'est des choses qu'on a entendues. Bon, je pense que les auteurs, depuis, sont revenus sur leur position, parce qu'ils se sont rendus compte un petit peu qu'ils avaient dit des bêtises. Mais quand même, il y a quand même une visée qui pousse à utiliser ces méthodes d'humanité numérique pour produire de la science de manière, on va dire, aidée. Autre question, c'est la vision marketing pour labelliser Digital Humanities et de dire, voilà, maintenant j'ai un projet Digital Humanities, ça va plus facilement passer pour avoir des financements. Donc on appelle n'importe quel sujet en SHS, on le labellise Digital Humanities et on dit voilà, je fais des humanités numériques, j'aimerais s'il vous plaît quelques subsides financiers. Donc est-ce que ça se justifie tout le temps ou pas? Donc pour revenir sur ce que disait un collègue, je ne sais plus quel était le terme exact, le terme grec pour dire cure et poison, les humanités numériques qui sont à la fois le poison et son propre pardon, le pharmacon. Voilà, c'est ça. Le pharmacon pour dire oui, effectivement, on va pouvoir gérer plus de données, mais est-ce qu'on ne va pas s'appauvrir intellectuellement? Bon, donc les humanités numériques sont assez critiquées. Je vous inviterai, si ce sujet de débat vous intéresse, à revenir sur l'intervention très intéressante qui avait été donnée à Costec en fin d'année dernière par Jean-Édouard Bigot, Jérôme Valuy et Célia Gruison-Daniel, qui ont mis en argument, en fait, ils ont fait une cartographie de l'argumentaire de la controverse autour des humanités numériques, de la calculabilité de ce qu'on pouvait avoir. Donc ils ont fait un listing des arguments et les ont mis face à face. Toujours est-il que pour explorer les corpus, on prend quand même nettement moins de temps. Une fois qu'on a réuni et correctement indexé et segmenté des contenus, alors là, quand je parle de segmenter des contenus, je me mets dans le point de vue de Bachimon avec les documents qui sont segmentés et puis qui permettent ensuite de faire de la calculabilité numérique, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir sélectionner de manière éclairée des contenus dans un corpus qui peut être gigantesque.
Donc on va pouvoir affiner les données, les transformer pour ses besoins, donc éventuellement les utiliser pour faire de la statistique ensuite. Donc la statistique, ça va être un outil qui va pouvoir aider à la décision grâce à la visualisation. C'est quelque chose qui est éclairant, mais c'est en aucun cas quelque chose qui remplace la pensée du chercheur. On va pouvoir re-questionner ses propres hypothèses de recherche au vu des résultats qu'on va avoir grâce au graphe ou grâce à la statistique. Je reviendrai sur des exemples d'hypothèses qu'on a pu avoir suite à la session de hackathon qu'on a eue et puis les reformalisations ensuite des résultats sous forme de posters. Donc ça, il en est sorti des nouvelles pistes de recherche pour les collègues. Donc c'est bien. On va pouvoir, grâce à ces corpus, à ces contenus, se créer des nouveaux objets de recherche en re-questionnant ses propres hypothèses. L'idée, c'est qu'on fait ça, en fait, conjointement avec ses propres connaissances et son socle épistémologique. Donc, c'est pas antithétique d'utiliser à la fois des outils qui vont permettre de reformaliser et d'accélérer le traitement et d'avoir un traitement également qui va être un traitement scientifique, grâce à une formation. Pour l'instant, je ne pense pas que même en utilisant des algorithmes de deep learning, on soit capable de synthétiser la pensée humaine de quelqu'un qui a été formé pendant quelques années de doctorat. Pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas. Et puis surtout, faire preuve de beaucoup de bon sens. Ça, je pourrais revenir sur des exemples de données qui sont apparues, en fait, qui étaient erronées, et grâce juste au bon sens, on s'est rendu compte qu'il y avait des données qui avaient été mal saisies, tout simplement. Alors, ça c'était du côté usager de l'information. Donc l'usager qui va aller en fait consommer les données qu'on aura créées avec ce projet. Donc il va avoir des jeux de données, il va avoir de la visualisation, il va avoir de l'interaction. Donc ça c'est le chercheur usager ou même le kidam éclairé qui va vouloir aller consulter nos données puisqu'elles sont accessibles à tous. Après, il y a du côté du chercheur ou des chercheurs producteurs de données et donc de corpus. Donc là, quand on commence un projet quand même qui est assez vaste comme celui du corpus de la critique d'art, on a eu la nécessité d'une interdiscipline parce que tout simplement, pour traiter un corpus documentaire et bibliographique, mes collègues en histoire de l'art n'étaient pas équipés, on va dire scientifiquement, pour traiter de la bibliographie scientifique et la formaliser et faire un traitement documentaire dessus. Voilà, et puis donc il y a toute la partie aussi informatique, du pur traitement informatique. Ça demande une modélisation et donc il faut réfléchir sur son objet de recherche. Et donc ça, l'objet de recherche, moi je ne pouvais pas le modéliser à leur place, puisque je ne suis absolument pas spécialiste en critique d'art, et ni même en histoire de l'art. Donc maintenant, je commence à avoir quelques petites et vagues notions, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup d'échanges. Mais sans ces personnes-là pour me dire finement ce que c'était que de la critique d'art, j'aurais pas eu la possibilité, moi, de le faire en tout cas. Voilà, donc il fallait être capable de modéliser de manière interdisciplinaire l'objet, donc l'objet qui était l'objet de recherche, ici la critique d'art, et puis il fallait participer à son ajustement. On a essayé de regarder s'il existait déjà un modèle sur schéma.org par exemple, ou voir avec le Dublin Core s'il n'y a pas des gens qui avaient déjà modélisé la critique d'art. Bon, personne n'avait modélisé la critique d'art. Ce qui s'en rapprochait le plus, c'était de la critique tout court, de la critique d'objets, mais c'était de la critique, j'avais trouvé sur schéma.org, et c'était une échelle de Likert avec des étoiles de 1 à 5, où c'était de la critique Facebook avec des pouces bleus. Voilà. Donc ça nous paraissait un petit peu léger pour modéliser la complexité de la critique d'une œuvre d'art. Donc, la genèse de ce projet, c'était la rencontre des méthodes et problématiques
en infocom, plus précisément en infodoc, avec les corpus et les problématiques en histoire de l'art. Donc avec mes collègues, on a fait une rencontre aussi avec une vision un petit peu, à un moment donné, un peu techniciste, parce qu'à un moment donné, il faut passer du modèle à la réalisation, et ça ne se fait pas tout seul. Donc il faut le penser et il faut le faire. Et surtout, il faut l'ajuster. Il faut l'ajuster au fur et à mesure. Donc, un petit historique, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont ici chercheurs en critique, enfin en histoire de l'art, peut-être. Vous connaissez peut-être Catherine Méneux et Marie Gisbert, donc, qui sont maîtres de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en critique d'art. Donc ce sont eux qui ont co-pensé le modèle, avec Aurélie Desfriches-Doria, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Donc elle est spécialiste en modèle infodocumentaire. Donc elle était avant au CNAM, et puis maintenant elle est à Lyon. Moi-même, qui ai fait ma thèse sur les bibliographies scientifiques. Donc je voyais un petit peu ce que c'était qu'une bibliographie. Et il a fallu, oui, voilà, j'avais une petite idée, et surtout une bibliographie au sein de SI, au sein de systèmes d'information, savoir comment les bibliographies pouvaient parler entre elles à travers des systèmes d'information. Comment les systèmes d'information pouvaient échanger sur les bibliographies, comment est-ce qu'on peut les visualiser, et comment est-ce qu'on peut visualiser un corpus. Voilà, ça devenait un petit peu plus complexe. On a eu en 2015 une collègue qui était doctorante à l'époque, qui a eu sa thèse, qui était spécialiste de critique, qui a coordonné les travaux de récolte et de pré-traitement. Alors ça, mine de rien, c'est un énorme travail qui demande un acharnement de traitement, parce que, donc, comme le disait Evelyne ce matin, on n'est pas parti de corpus qui avaient déjà pas été traités. Ils avaient déjà été traités sous forme de thèse, etc. Et il y avait déjà une autorité scientifique qui l'avait déjà validé. Donc validé sous forme d'individus qui avaient réalisé une thèse, par exemple, ou des monographies, ou des bibliographies, mais également sous forme d'équipes de recherche ou de projets qui avaient déjà travaillé sur le sujet. Voilà. Et donc ça, il faut bien savoir d'où on part quand on traite une bibliographie scientifique. On part de documents qui ont déjà été validés. Ça n'empêche qu'il faut quand même retravailler dessus. Ensuite, on a eu Lucie Lachenal, donc c'est une doctorante spécialiste des critiques qui a repris la coordination des travaux de récolte, aussi de pré-traitement. Et mine de rien, là, on a tout un travail de littératie numérique à faire. Donc que ce soit pour Anne-Sophie Aguilar ou Lucie Lachenal, elles ont dû se former à la visualisation d'informations, à la récolte, à la formalisation. On a travaillé sur des corpus qui étaient en fait sous forme papier, historiquement. Ils étaient sous forme papier. Et il a fallu les faire entrer dans un système d'information. Et ce système d'information, ça ne passe pas par une numérisation, par scanner. Hein. Il y a le modèle, il est réparti dans une base de données. Cette base de données, c'est une base de données relationnelle, avant de devenir ensuite une base avec des triplets sémantiques. Mais à un moment donné, on a quelque chose d'un petit peu complexe à appréhender. Alors quand on est historien de l'art, on n'a pas forcément une compréhension fine de ces modèles et de comprendre les interactions qu'il peut y avoir. Donc ça, je reviendrai dessus, c'est un petit peu compliqué. Donc si on revient sur le temps que ça nous a pris, quand même, ça a pris pas mal de temps. En 2014, on a pensé modéliser ER, le modèle conceptuel initial, donc l'écosystème de la critique, quels sont les acteurs, quels sont les objets qui ont été modélisés, de quoi ça parle une critique d'art, qui est-ce qui intervient. Et on avait une idée, en fait, assez angélique au début, on se dit ça se fait facilement.
Ça se fait tellement facilement qu'en 2015 et 2016, on a repris notre système et on l'a réécrit. On l'a repensé parce que c'était un petit peu plus complexe que ce qu'on pensait. En fait, mes collègues en histoire de l'art n'avaient pas une vision bien claire de ce que c'était que le système d'information, et moi, je n'avais pas du tout une vision claire de ce qu'était la critique d'art et tout l'écosystème qui permettrait au final de pouvoir faire de la prosopographie. C'est une visée qu'on a de pouvoir faire de la prosopographie à long terme, et là, on ne pouvait pas. Et après, on a passé un bon moment à saisir et vérifier les données dans le système et à réaliser surtout des interfaces et des masques. Donc les interfaces, c'est ce qui va permettre en fait de rendre de manière conviviale pour les êtres humains, pour les machines aussi, puisqu'il existe plusieurs types d'interfaces, je reviendrai dessus dans la deuxième partie. Et les masques de saisie, c'est ce qui va permettre d'aider à la saisie pour l'utilisateur final, pour que ce soit réalisable comme tâche par un être humain. Parce que, à part si on lit dans le code, et si on est capable de saisir dans les bases de données et faire, on va dire, des jointures, il faut être formé à ça, et ce n'est pas l'optique. L'optique, c'est de faire un peu de littératie numérique pour apprendre à faire des classeurs Excel et de les formaliser pour pouvoir les rentrer dans la base après. Mais avoir une compréhension fine de tout ce qu'est le système d'information, ce n'était pas l'optique non plus. Et sur le dernier plan, 2017-2018, c'est de libérer les données. Alors là, libérer les données, c'est la partie vraiment intéressante dans le système d'information, c'est faire des interfaces. Quand je dis des interfaces, ce n'est pas une interface, c'est réellement des interfaces. Des interfaces pour qui? Des interfaces pour avoir des visualisations de données, en fait, ce qu'on appelle des snapshots, des visualisations à un instant T d'un ensemble de concepts. Donc ça, c'est assez intéressant. La possibilité d'accéder au corpus, donc soit sur les modèles qui ont été... alors ça ne va peut-être pas vous parler, mais il y a des modèles simples de recherche d'informations avec des requêtes. Donc le système question-réponse à la Google. Donc ce modèle-là, on peut faire. Le modèle amélioré, on peut faire aussi. Mais il y a aussi des interfaces de visualisation avec ce qu'on appelle la recherche exploratoire, c'est-à-dire aborder le corpus non pas par des questions, mais par un accès à des facettes, un accès à des thématiques, à des auteurs, plutôt que d'avoir juste des requêtes. Donc, je vous montrerai des exemples après de ce que ça peut donner. On a proposé éditorialiser des jeux de données spécifiques. Donc ça, c'était pour libérer les données. Et on les a liés aussi à des autorités. Donc des autorités comme ISNI, des autorités avec la BNF. On a fait des liaisons dans le corpus. On veut en faire plus, bien sûr. Et on a saisi de nouvelles notices. Donc, au départ, on avait une idée de modèle, on se disait, on va partir d'un critique, un auteur critique, qui va écrire des critiques écrites, un auteur critique qui va écrire des critiques qui vont être publiées dans des ouvrages chez un éditeur ou dans un périodique, dans un numéro de périodique, dans un périodique. Voilà, on s'était dit, ça va être simple, on va mettre ça en route et puis ça va être bien. Bon, on a été un petit peu rattrapé par une réalité qui était un petit peu différente de ce que moi j'avais imaginé. C'est qu'en fait, on a des pseudonymes à gérer. Ces pseudonymes, ça peut être des pseudonymes de groupe ou d'individualité. Ce pseudonyme peut être utilisé par une personne ou plusieurs personnes individuelles. On a eu des cas d'auteurs qui avaient un pseudonyme qui était également utilisé par la fille. Donc ça, c'était pas très simple à mettre en œuvre. Et puis les signatures aussi, les signatures qui se faisaient sous forme... on avait des pseudonymes, des collectifs, on avait un certain nombre de choses, des signatures qui étaient composites. Donc on avait le cas de Marius Harry Leblond, qui est un critique d'art,
était représenté Alice Ney. Donc Alice Ney comme étant une personne, et en fait ce n'est pas une personne, ce sont deux auteurs, Marius et Harry Leblond, qui eux-mêmes sont des pseudonymes d'autres personnes. Donc il a fallu faire un peu de généalogie et puis comprendre un peu qui travaillait où et qui écrivait quoi. Et puis après, ces gens-là ont eu une bibliographie prolifique, mais de manière individuelle. Donc c'était un petit peu, c'était intéressant, c'était stimulant, on va dire, c'était stimulant intellectuellement. Ensuite, on a des chercheurs modernes qui, eux, sont spécialistes. Ils sont spécialistes de qui? Ils sont spécialistes de tout ou partie de pseudonymes collectifs, ou d'individualité, ou de périodes. Et alors là aussi, c'est quelque chose à formaliser, c'est pas évident. Voilà, ce qui nous posait problème surtout, c'était de gérer les signatures. Est-ce qu'on était sûr que la personne avait écrit sous un pseudonyme, il a écrit de manière anonyme? Et pour un auteur pour un chercheur en histoire de l'art, il est parfois compliqué d'avoir des bibliographies complètes. Ça prend énormément de temps parce qu'il y a énormément de signatures donc, qui sont récupérées comme étant anonymes et il n'y a pas de possibilité de remonter. Donc il faut faire des études complètes sur chaque critique d'art auteur. Donc c'est l'approche qui a été choisie par les collègues spécialistes en histoire de l'art. Ils ont étudié auteur par auteur toute leur bibliographie de manière complète pour comprendre déjà et d'une quel était leur cheminement, leurs études, etc. Tout ça. Et puis tout ce qui a été écrit, est-ce que la personne l'a réellement écrit? Est-ce que ça lui a été attribué? Est-ce qu'elle l'a écrit de manière anonyme? Et on pense être arrivé à une certaine exhaustivité. On n'a pas tout le corpus de tous les auteurs de critiques d'art sur cette période-là, mais on a au moins la quasi-certitude que pour les trentaines d'auteurs qu'on a pour 17 000 références, on a quelque chose de complet. Donc le modèle, si on a eu cette granularité, si on est descendu dans le détail, donc on va plus loin que ce qu'on peut avoir a priori sur la BNF ou sur d'autres bibliothèques en ligne. Ça permet de poser des questions plus finement, de faire du raisonnement sémantique et de pouvoir générer des pages de contenu, des interfaces, des sets, enfin des collections de données sur lesquelles les chercheurs vont pouvoir travailler. Ce qu'ils ne se sont pas privés de faire, hein, parce que ça a assez bien marché le principe du hackathon. Donc ça permet un référencement naturel avec des bibliographies éditorialisées. On a eu la possibilité de faire de l'interrogation sémantique. Donc on pourra en parler, mais on a la possibilité de questionner une page d'un critique d'art juste par la visualisation. Mais également faire du raisonnement sémantique à travers le langage Sparkle. Il faut être équipé d'un plugin, mais on a la possibilité de requêter. On peut rendre également les contenus à l'intérieur des pages citables. Donc chaque élément va avoir son propre URI, donc va pouvoir être citable dans un article. Si on a besoin de citer un élément, on va pouvoir avoir accès à la citabilité. On a également la possibilité, ça c'est l'eau, le gaz et l'électricité, d'avoir la détection des notices bio et bibliographiques dans les pages, c'est-à-dire d'avoir la possibilité avec les logiciels comme EndNote, Zotero, Mendeley, de pouvoir récupérer des bibliographies complètes ou seulement des éléments de bibliographie. Ça c'est assez intéressant, mais bon, on n'était pas les seuls à le faire, mais en tout cas sur la critique d'art, d'avoir des éléments aussi pointus. On est plus fin par exemple que Gallica. Voilà, parce qu'on s'appuie sur des référentiels comme l'ISNI, l'ISSN, et on va pouvoir avoir des possibilités de faire des pivots ensuite pour rebondir. Et puis surtout,
On a anticipé le fait de pouvoir se faire moissonner par Isidore ou Al en faisant en fait, en répondant à leur cahier des charges. On l'a pensé dès le départ pour pouvoir être récupérable. Donc ça, du coup, ça fait partie du plan de gestion de données, le fameux plan de gestion de données dont je parlais tout à l'heure. Alors, les contraintes qualitatives, ça, c'était vraiment énorme parce qu'il fallait, au niveau de la collecte, uniquement des chercheurs et des spécialistes. Donc, c'était sur l'équipe, hein, il y avait uniquement des maîtres de conférences, des directeurs de recherche, vraiment des gens qui avaient fait de leur recherche un objet bibliographique pointu. C'est des gens qui avaient fait leur thèse sur le sujet. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a qu'une trentaine de biobibliographies. Et on étudie que ce qui a déjà été traité. On ne se lance pas directement dans des... Parce que c'est un traitement énorme. Il y a certains auteurs qui ont plus de 10 000 références. Et là, pour le coup, on travaille papier-crayon au départ. On fait un recensement dans des archives. On a une curation drastique. Les personnes dont je parlais tout à l'heure, les jeunes docteurs et les doctorants, il y a une relecture systématique de chaque objet et une formalisation de ces notices bio-bibliographiques avec des bibliographies primaires et secondaires sous forme de classeurs Excel de manière intermédiaire avant de les rentrer dans la base. Et tout était vérifié 2 fois. Donc c'était un travail énorme. Enfin, on a eu une doctorante qui était prestataire de recherche sur le sujet pendant 1 an. Elle a fait ça. Bon, c'était son sujet de thèse, la qualité des données. Donc, la saisie qui était encadrée, donc les étudiants, c'est uniquement des étudiants à partir de master et des chercheurs qui ont fait la saisie également. Donc on a beaucoup de masterants sur des projets particuliers en histoire de l'art qui ont fait la saisie. La saisie était très encadrée, donc en fait on ne pouvait pas saisir n'importe quoi au niveau des noms, des numéros de revues, des revues elles-mêmes. Tout avait été préinstallé pour éviter qu'il y ait des doublons, pour éviter qu'il y ait des données qui soient mal saisies. Donc, normalement, les bibliographies qui sont récupérées sont propres. Les bibliographies que vous pouvez avoir, elles seront propres. Oui, je revenais avec un petit clin d'œil à Evelyne ce matin, j'ai modifié légèrement le PowerPoint avec l'autorité sociale énonciative institutionnelle. Du coup, c'est l'INHA, enfin le référent, c'est pas rien, c'est l'INHA, c'est quelques chercheurs, c'est l'école des chartes. Ce sont des spécialistes individuels et en groupe qui sont la caution de ce projet derrière. Alors, le dépôt, c'était sous forme de notices primaires et secondaires, donc bio et bibliographie. Donc, on avait des grosses contraintes organisationnelles parce que on ne pouvait pas demander à des spécialistes d'histoire de l'art qui avaient reçu quand même une formation à la littératie numérique, mais quand même pas au point de pouvoir se balader dans une base de données, sauf quelques collègues qui ont été formés, qui sont devenus maintenant des spécialistes aussi de la digital literacy. Enfin, on a prévu uniquement des fichiers CSV, donc CSV encodés en UTF-8 avec des règles de nommage, un plan de classement, un dossier documentaire en fait complet. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on utilisait le même terme que de dossier documentaire, mais on ne l'utilisait pas de la même façon. Dossier documentaire en sciences de l'information et de la documentation, c'est connoté, ça veut dire quelque chose. Alors que dossier documentaire, le terme de dossier en histoire de l'art, ça avait un autre sens. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse un pas chacun de chaque côté pour arriver à se retrouver. Et quand elle me parlait de dossiers, que physiquement elle voulait faire des dossiers, moi qui suis issu à la fois de l'informatique et des sciences de l'information et de la communication, je hurlais à l'infamie parce que je voulais tout mettre dans la base de données pour rendre ça interrogeable. Et bon, j'ai fini à me plier à leurs besoins parce que je ne peux pas leur demander de travailler sur la base de données. Donc
temporairement, on travaille sous forme de dossiers, physiquement. J'ai fait en sorte d'avoir de créer un logiciel qui va récupérer toutes leurs données, qui les compare avec ce qu'il y a déjà dans la base, qui lit tout, et ça fonctionne très bien. Et puis quand on aura tout terminé, on intégrera tout dans la base, mais en attendant, on a trouvé un équilibre. Donc là, c'est vrai que c'est travailler en Digital Humanities, ça veut dire que on fait tous des efforts. Hein. Elles ont fait un gros effort, mes collègues en histoire de l'art, pour se former au Digital Literacy, et elles sont allées loin parce que quand même, apprendre à utiliser des fichiers séparés par des points-virgules à l'intérieur, de bien comprendre comment ça fonctionnait, de bien les encoder en UTF-8. Ah il y en a qui partent de loin. Hein. Voilà, vous avez l'air étonné, mais il y en a qui partent. Voilà. Et on en a fait derrière de la data et de l'infovisualisation. Autant vous dire que les data et l'infovisualisation, par exemple avec les logiciels R, tout ça, ce n'est pas des choses non plus sur lesquelles elles étaient très habituées. Le fait d'avoir un regard sur la visualisation, sur la préparation de cet objet de recherche, donc moi de le comprendre, ça m'a permis d'en faire une modélisation infodocumentaire, donc ça c'était intéressant, mais pour elles, ça leur a permis d'avoir un propre regard, un regard réflexif sur leur objet et de comprendre ce qu'il était possible d'en faire. Le fait de le modéliser, ça leur permettait de comprendre à quel point c'était important de descendre dans la granularité, parce qu'a priori, leur espace de granularité, c'était la référence en elle-même, tout dans une seule ligne. Pour elle, c'était ça, l'élément, la granularité la plus fine. Et le fait d'expliquer l'intérêt que ça pouvait avoir de faire des pivots entre auteurs, entre concepts, de le lier à des autorités, petit à petit, on s'est mieux appréhendé mutuellement et elles ont compris l'intérêt. Et moi, j'ai compris l'intérêt aussi des vocabulaires qu'elles pouvaient avoir en histoire de l'art. Alors, je vais me dépêcher de terminer. Alors, maintenant, au niveau des interfaces, donc je parlais d'interface, interface au pluriel. L'idée, c'est de rendre cet objet de recherche qui a été créé, d'en avoir plusieurs visions. Une vision qui va être, pour reprendre Lévy et Guattari, des interfaces interfacées et interfaçantes, une interface qui va faire transmission pour l'usage humain, donc usage avec les moteurs de... Là, on a fait un plugin de recherche, donc pour ceux qui l'utilisent en fait vraiment souvent, donc ils peuvent le remplacer Google et puis l'utiliser assez rapidement à travers un plugin. Ils ont des plugins avec autocomplétion pour accélérer le traitement, un moteur de recherche simple, donc ça c'est vraiment pour un usage de degré 0, et après des moteurs avancés avec tous les cas d'usage qui ont été modélisés au niveau de la recherche informationnelle. Donc en particulier, quand on fait une recherche sur un article de périodique, si on sélectionne un article de périodique, on a déjà de présélectionner toutes les revues qui sont recensées dans la base pour accélérer le traitement et puis surtout avoir moins de bruit au niveau des résultats de recherche. Donc le concept d'exploratory search, là, il est assez léger puisque c'est juste au niveau des auteurs, en fait. On peut accéder par la trentaine d'auteurs, mais après ce concept d'exploratory search sera augmenté en utilisant des taxonomies, et donc des taxonomies conceptuelles de la critique d'art, c'est-à-dire les types de critique d'art, les types de critiques, les époques, voire éventuellement si on est sur une période plus impressionniste, etc. Donc on va utiliser ça, mais pour l'instant on n'a pas eu le temps de le traiter. Donc ça c'est du filtrage, c'est du filtrage avec l'exploratory search. Après on a auteur par auteur, donc ça ce sont les dossiers bibliographiques de chaque auteur, biobibliographiques, qui se mettent en forme automatiquement et qui sont liés aux autorités comme l'ISNI, l'ISSN, etc.
on gère également, grâce à ça, les pseudonymes. Donc là, par exemple, on a automatiquement calculé toutes les autres signatures recensées pour un critique. Ce genre de choses, c'était une demande forte de la part des usagers, de ne pas avoir à rechercher tous les pseudonymes ou les signatures différentes pour un critique d'art. C'est des choses qui n'avaient pas été pensées pour être systématisées. Voilà, on a la possibilité également d'avoir une bibliographie complète non éditorialisée, donc là c'est vraiment complet. Un autre élément d'interface, là c'est une timeline, donc une frise chronologique où on peut filtrer chronologiquement par revue. Donc on a accès là en fait à toutes les revues les unes après les autres, avec un lien vers la base de données elle-même, donc avec l'interface de la base, ou alors vers la BNF et Gallica. Voilà, on a accès à la fiche dans Gallica. Là, je vous ai mis en fait ce que voit un plugin de visualisation sémantique des pages. Donc là, à gauche, c'est la partie ce que voit l'œil humain, et derrière, les triplets sémantiques sous forme de microdonnées tels qu'ils sont vus donc par Google, parce que Google voit ces triplets sémantiques, capable de il est capable de les indexer, donc il est capable de faire du raisonnement derrière. Alors, si on utilise par exemple OK Google, OK Google, le principe de poser des questions. Ah mince, je l'ai déclenché. OK Google, voilà, n'écoute pas. Si on dit à quelle date est né Castagnari ou Roger Marx, lui, il va savoir à quelle date est né Roger Marx. Il va être capable de répondre à cette question, si tant est que la page est bien indexée. L'aspect usage, donc on a les jeux de données. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du hackathon. Et on a éditorialisé des jeux de données. Donc là, vous pouvez y avoir accès en fait. Donc c'est criticdart.univ-paris1.fr/opendata. On a un certain nombre de flux de données et de jeux de données directement qui permettent de récupérer les données pour en faire ce qu'on veut après. À long terme, l'idée en fait, c'est de reprendre tous ces jeux de données quand on aura terminé la récolte complète. Et quand on les aura rentrés, ce sera de les migrer chez Humanum. Donc, certainement à travers Nakala. On va avoir au mois de mai une conférence internationale, une conférence internationale sur le sujet, et il y aura Stéphane Pouillot qui viendra modérer une conversation autour de ça. Et puis on a mis des petits outils en lien comme Rowgraph et Mavenseconde qui permettent en fait de formaliser sans avoir à utiliser ce sont des outils en ligne qui permettent de ne pas avoir à installer de logiciels comme R. Alors, évidemment, on a des limites, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire ce qu'on avait l'intention de réaliser, c'est-à-dire faire de la prosopographie. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'intégralité des informations qu'on souhaitait avoir et qui vont permettre de faire du lien social entre les différents acteurs, les acteurs critiques et les acteurs artistes, qui, rappelons-le, étaient tour à tour en fait critiques et artistes. Hein, Guillaume Apollinaire s'est retrouvé, il n'est pas forcément connu pour être critique, Guillaume Apollinaire. Donc il faut qu'on enrichisse la base de données avec les formations, les carrières complètes, les opinions. Donc ça c'est assez important, les opinions, surtout sur cette période-là où il y avait des enjeux au niveau des colonies, il y a eu quand même deux guerres mondiales et puis une grosse guerre avec l'Allemagne à la fin du 19e. Donc il y a des enjeux importants à essayer de mettre en œuvre. Voilà, il faut interconnecter la base avec d'autres dispositifs qui sont ouverts. Là, pour l'instant, on en a quelques-uns, mais on n'a pas encore de lien direct avec des informations qu'on récupérerait depuis la BNF, Gallica. Wikidata, on en a quelques-uns.
On a Pierre-Carl Langlais qui nous a créé le concept de critique d'art sur Wikidata. Donc, merci à lui. Donc maintenant, on peut faire des requêtes sur les critiques d'art sur Wikidata. On a évidemment plein de notices à saisir pour les autres critiques. On a encore facilement pour 2-3 ans à tout saisir. Voilà, donc il faut tout le corpus et pas seulement les 17 000 notices qu'on a pour 31 critiques. Là, on a déjà 100 000 triplés, mais il en faudrait d'autres. Alors, la prospective, donc comme je disais, plus de contenu. Ah oui, je vais revenir une seconde sur les bases, sur les autorités. Les autorités qui font autorité, effectivement. ISNI fait autorité. Par contre, ils sont preneurs quand on leur dit qu'il y a des erreurs. Ça, voilà. Et on leur a fait remarquer à des moments. Donc des autorités, ce sont des autorités, mais il faut prendre aussi, il faut dire qu'à un moment ou à un autre, c'est saisi par des humains et qu'il peut y avoir des erreurs. Donc quand il y a des erreurs, on les signale. Et quand nous, on fait des erreurs, on a une adresse. On a une adresse sur le site et n'hésitez pas à signaler les erreurs. Donc on souhaite enrichir la base avec des éléments tirés de la BNF, de l'ISNI, les ISSN, les VIAF, les GeoNames également. Pour faire de la carto, c'est quand même bien pratique. On veut faire d'autres interfaces qui sont plus intuitives, plus interactives, aller plus vers l'exploratory search que le simple modèle query answer à la Google, là, qui est bon, satisfaisant jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas... Bon, le but, c'est pas d'être ludique, mais d'avoir d'autres perspectives pour aller chercher l'information. Évidemment, plus d'interdisciplines, donc d'autres disciplines qui vont peut-être nous rejoindre et puis qui auront leur propre méthode pour enrichir notre vision globale. Et puis surtout, arriver à faire de la prosopographie sur le milieu de la critique d'art. Donc on a eu quelqu'un qui est venu nous présenter, il s'appelle Thierry Kouamé de Paris 1, qui est un spécialiste de la prosopographie médiévale, lui, c'est la prosopographie médiévale. On a enregistré ce qu'il nous a présenté, parce que lui, il a fait une analyse critique de notre dispositif. On lui a demandé de faire une analyse critique de notre dispositif, et on lui a demandé qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir faire de la prosopographie. Donc il nous a donné les informations, on l'a invité à nous rejoindre pour la prochaine séance, et puis il va venir nous aider. Merci beaucoup.